I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. I don't wanna die for them to miss me. Je me suis rendu à Bali pendant quelques jours et non, j'ai pas fait que me baigner dans des fontaines ou passer mes journées sur des bateaux. J'ai aussi pris le temps d'organiser un événement dans notre villa pour rencontrer les entrepreneurs locaux et leur demander ce qu'ils font dans la vie. On a donc rassemblé de nombreux entrepreneurs, solopreneurs, mais aussi créateurs pour voir leur parcours, leurs défis, leurs succès, et c'était incroyablement enrichissant. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le profil type de ces Français qui sont expatriés sur cette île paradisiaque, de manière à ce que vous puissiez en tirer de l'inspiration et des informations clés si aujourd'hui vous voulez vivre à l'étranger. Moi c'est Florian, ça fait 4 ans et quelques que j'habite à Bali. Je suis éditeur de site depuis maintenant plus de 8 ans. J'ai un accompagnement à côté aussi qui s'appelle Audience Mastery. Et je bosse principalement sur un média qui s'appelle lesmakers.fr. Moi, ça fait 4 ans que j'entreprends maintenant. Ça fait 1 an et demi que j'habite à Bali. Actuellement, j'ai un cabinet de recrutement et un organisme de formation. Je m'appelle Exane, je viens de Lausanne en Suisse. J'ai eu un parcours assez classique universitaire, mais j'ai grandi à Jakarta, ce qui a fait que j'ai eu plus de facilité à déménager ici il y a maintenant 1 an et demi. Mais autrement, voilà, c'était vraiment des études classiques en Suisse et à Singapour. Et j'ai travaillé un peu corporate dans l'immobilier avant de me lancer ici. Je m'appelle Dylan, du coup j'étais maçon de métier de base, et puis après j'ai découvert les business en ligne. Aujourd'hui j'ai une agence dans l'intelligence artificielle, donc on développe différentes IA justement pour les sociétés physiques et puis les sociétés dans le digital. Donc voilà, j'ai fait plusieurs pays. Je m'appelle Elias, je viens de Lyon. Je suis arrivé en Australie en 2020 et du coup en fait j'ai fait une première année en Australie un peu en mode aventure, etc. Et je suis tombé un jour sur l'opportunité des mines et depuis en fait j'ai jamais lâché, j'ai jamais quitté. Quentin Chapeau, 32 ans. Moi je suis à Bali depuis 4 ans déjà. Investisseur en crypto à la base, je fais aussi de l'IMO. Depuis 2 ans j'ai une formation qui s'appelle Réussir en crypto où on aide déjà plus de 2500 personnes à construire leur liberté. Qu'est-ce que tu fais au travers de ton accompagnement Audience Mastery? C'est expliquer exactement ce que j'ai fait avec lesmakers.fr, c'est-à-dire comment créer un site, le mettre premier dans Google et le monétiser grâce à l'affiliation. Okay. Donc c'est ce que j'apprends à travers Audience Mastery. Développement immobilier. Développement immobilier. Pour moi, d'une partie, en essayant de grow un portfolio personnel, mais aussi pour des clients extérieurs, donc m'occuper de tout, de la recherche du terrain jusqu'à la remise des clés pour des investisseurs étrangers ou locaux. En fait, les mines, faut savoir que en Australie, les mines, c'est des mines d'or, des mines de fer, des mines de nickel, etc. Pendant le Covid, en fait, il y a eu besoin de beaucoup de manœuvres. Donc, ils ont ouvert cette opportunité aux personnes comme nous, les backpackers. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai plongé, sauté dessus. J'ai sauté sur l'offre. Au niveau des salaires, on est aux alentours de 6 000, 8 000 euros par mois. Donc ça fait du 10 000 $ par mois à peu près. C'est quoi le quotidien un peu que tu as quand tu travailles là-bas Le quotidien, en fait, tu travailles 12 heures par jour. Donc tu bosses environ 14 jours de suite. Généralement, il y a plusieurs rosters. Les rosters, c'est 2-1, 1-1, 3-1, etc. Donc 2-1, ça veut dire que tu travailles 2 semaines et tu as 1 semaine off. Ouais. 3-1, pareil, 3 semaines de travail, 1 semaine off. Et du coup, tu fais du 12 heures par jour. Tu as 1 heure de pause à peu près pour manger. Et après, c'est charbon quoi. Ok, je me présente, je m'appelle Paul Rivaud. Donc j'ai commencé le business assez tard, donc il y a 1 an et demi, en coachant en personal branding. C'était une partie de ce que je faisais. J'enseignais aussi des networking de funnel, donc c'est un peu comme le business, mais c'est pour rencontrer des gens. Donc j'ai des entrepreneurs qui n'avaient pas forcément le cercle social qu'ils souhaitaient, à s'entourer du type de gens qui voulaient, entre guillemets. Parce qu'il y avait un gros pain point. Beaucoup de mecs étaient capables d'aller loin en business, mais ils savaient pas comment se faire des amis, entre guillemets, qui étaient du même niveau, avec les mêmes passions. Ils avaient commencé jeunes et ils étaient toujours avec leur même groupe d'amis. Et les gens qu'ils rencontraient n'étaient pas forcément les gens avec qui ils voulaient être, ou ils voulaient sortir, voyager, ou pas des gens de du même niveau financier. Donc ils finissaient par tout payer, etc. Et donc ça, c'était une des choses. Pareil pour rencontrer des filles pour du dating ou autre, mais c'était des funnels de network. Et voilà, une grosse partie de ce que je faisais, c'était du personal branding. Donc comment augmenter la perception. J'apprenais pas comme Antoine à faire des choses virales, mais comment je peux créer du contenu de moi pour avoir l'air d'avoir un lifestyle incroyable, ou maximiser la perception de ce lifestyle, c'était déjà bien. Pour derrière, soit avoir l'air plus cool pour rencontrer des gens, tout simplement, ou alors pour vendre des produits plus cher ou avoir une fanbase plus haute, des gens qui étaient vraiment inspirés par toi pour derrière créer une audience un peu culte. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé moi-même en fait avec la même problématique que ce que je citais, donc j'étais étudiant en dentaire et j'organisais des événements, donc juste pour le fun. Je voulais rencontrer des entrepreneurs, avoir de l'accès, montrer du contenu incroyable et du coup j'ai commencé par des petits événements, donc des petits photoshoots, j'invitais des photographes, j'invitais des modèles. Derrière je fais du contenu, j'ai des mecs qui ont vu ça, bouche à oreille, donc je grossissais, je fais des événements de plus en plus gros et derrière j'ai commencé à avoir de plus en plus d'accès parce que des mecs disaient ok, lui il fait des soirées
soirées, il fait des photoshoots, etc. Et le contenu qui sort, il est nickel. Moi, je veux ce contenu-là, je sais que ça va m'aider à vendre des choses dans ma perception, où je vais en faire partie. Du coup, j'ai commencé à networker de plus en plus haut, entre guillemets. Donc, pareil, j'avais aucune expertise business, c'est ça qui est intéressant. Donc, tout le networking s'est fait via les réseaux, via le contenu. Je suis pas un mec, ce que je racontais à certains, qui va aller voir 20 personnes en boîte de nuit ou va trouver une excuse pour parler à quelqu'un. Mais ce qu'on faisait, c'était assez viral, où les gens partageaient pas mal. J'ai créé une brand autour de ça, autour de ces événements, qui sont par la suite transformés en trip. Donc, on a fait pas mal de voyages avec des entrepreneurs un peu partout. Et des gens m'ont contacté alors qu'il me restait plus qu'une année de dentaire en disant, mais j'ai envie d'apprendre ce que tu fais. Et je me suis dit, ok, intéressant, dentaire ça me plaît plus, pourquoi pas lancer ce business. Et voilà, j'ai pas l'approche la plus conventionnelle parce que mon business c'était que de l'affiliate, donc des gens qui étaient coachés, qui montraient un certain lifestyle ou un certain type de contenu, leurs potes leur posaient des questions, me les envoyaient et voilà, donc j'ai grossi ça avec ça, donc beaucoup de referrals et des close friends. Donc je voulais pas trop partager ce que je faisais parce que j'aimais bien le mystère des gens qui voyaient ce lifestyle, qui savaient pas vraiment d'où ça sortait, ce que je faisais ou si j'essayais de vendre quelque chose. Et du coup, je faisais des close friend lists de tous les entrepreneurs qui me followaient et je faisais Q&A que j'ai créé moi-même en répondant à mes propres questions la plupart du temps, que je préécrivais sur des worksheets et je mettais un call to action, je les prenais en sales, enfin je faisais des qualify, je les prenais en sales call et voilà. Et j'ai tout quitté, j'ai fait ça. Et puis maintenant, je lance un business avec Robert, donc je suis en train de calmer le coaching. Voilà, on va lancer un mastermind avec un média et voilà, on se dira un peu plus tard sur les réseaux, on partagera. Mais ouais, du coup, c'est le personal branding et les expériences autour, ça m'a permis aussi de rencontrer des gens, de vraiment créer des liens. C'est pas comme un networking dinner où tu parles pendant 2 heures et tu vois plus la personne. C'est par exemple avec Antoine, ici pendant 2 semaines, on a vécu pas mal de choses et du coup, ça crée vraiment des connexions et qui peuvent derrière aboutir à d'autres choses, soit des bonnes amitiés, soit des intros par des gens de leur network, soit maintenant des business. Donc voilà. C'est quoi que tu kiffes particulièrement en vivant à Bali? Tu fais quoi généralement quand tu as un petit peu de temps libre? Tu bosses pas sur ton business? Moi, c'est ce qui m'a amené ici, c'est principalement les activités, tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire le surf. Donc tu vois, je surfe beaucoup. Ici, il y a par exemple la moto, tout ce qui est dirt bike dans la montagne, donc tu peux faire des hikes aussi. Tout ce qui est extérieur, c'est vraiment cool et c'est ce que je fais la plupart du temps. Tu as les salles de sport qui sont incroyables, même si elles coûtent très cher. Elles sont quand même très bien, tous les équipements, ils sont au-dessus que de la plupart des villes en France. Peut-être à Paris, tu pourrais avoir ce niveau, mais dans les villages, tu n'auras jamais ça. Donc ouais, c'est principalement ça. Trop bien. Franchement, les principales dépenses, je dirais que c'est les sorties. Ok. Et t'aimes bien faire la fête? Ouais, quand même. C'est comment la fête ici? C'est top, franchement c'est top. Mais c'est vite très cher. Depuis je dirais 2 ans à peu près, c'est devenu vachement plus upscale. Il y a une clientèle plus fortunée, donc forcément les lieux suivent. Il y a des choses qui coûtent assez cher, donc j'irai les sorties. Après, on a parlé avant de la salle de sport, c'est un peu plus cher c'est à peu près comme en Suisse, quoi. Donc voilà, mais ça reste cher pour ici. Les restaurants pareil et le loyer forcément quand même pour avoir quelque chose de beau à la location, c'est autour de 3 000, 4 000 euros. Surfer aussi. Surfer et puis comme je dis, découvrir les îles. Il y a beaucoup de îles. L'Indonésie c'est un très très grand pays. Il y a Bali, mais il y a plein d'îles qui sont paradisiaques autour. Donc ouais, voyager. Et le sport, le paddle, beaucoup de gens font du paddle ici. Il y a même pour le networking et tout, c'est quelque chose de top parce que tout le monde se retrouve un peu aux mêmes endroits et les trucs. Le futsal, j'aime beaucoup le foot. Donc le futsal et ouais, salle de sport pareil parce qu'ici les salles de sport c'est aussi un peu lifestyle. Il y a des piscines, tout le monde traîne autour de la piscine, tu rencontres des gens. Tu passes. C'est pas que tu vas à la salle, tu fais ta séance et tu pars. Ouais. Tu peux passer toute une après-midi là-bas, rencontrer des gens, à parler, donc ça c'est cool. Alors je travaille beaucoup. Non ouais, la routine ici c'est sport très tôt le matin, entreprise la journée et investissement. Et le soir on dîne avec les copains souvent au sunset. Et en fait on a une routine à Bali où on est très décorrélé de ce qu'on voit en Europe. On n'a pas la semaine et les week-ends. Généralement c'est un peu tous les jours la même chose. Et quand on veut faire un break avec les potes entrepreneurs, on se loue une villa à l'autre bout de l'île et puis on bouge quoi. C'est quoi, pour donner un petit peu une idée à l'audience, le plus gros mois en termes de business que tu as pu réaliser jusqu'à présent? Combien est-ce que tu penses qu'il faut pour pouvoir venir s'installer à Bali aujourd'hui? Alors mon plus gros mois c'était l'année dernière en novembre, Black Friday, j'avais fait 55 000 euros. Wow. Donc ça c'était mon chiffre d'affaires que j'ai fait pendant un mois. Mais il faut savoir que quand je suis arrivé ici, notamment en 2018, je gagnais même pas 1 000 euros par mois, je crois que j'étais à 1 200 euros par mois. Et je pense que toujours aujourd'hui, tu peux te débrouiller avec 1 000 et quelques euros si tu manges local tous les jours. Si tu vas habiter dans une guest house à 300 euros le mois, je pense que tu peux t'en sortir à 1 500 euros par mois. Tu peux vivre très bien à Bali. Ouais. Trop bien, trop bien. Ben merci mec, c'est cool. Merci à toi. Le plus gros mois que j'ai fait, on était à 150 000 euros, toutes les activités confondues avec le cabinet de recrutement, l'organisme de formation et l'agence de marketing digital. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à quelqu'un qui aimerait venir vivre à Bali?
Tu penses qu'il faudrait qu'il arrive à se dégager combien de revenus pour être tranquille? En vrai, entre 1500 et 2000 euros, on peut déjà vivre ici. Vivre dans une petite, soit une petite villa ou une guest house si on est à plusieurs. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font ça et qui viennent soit en couple, soit qui viennent à plusieurs, un petit groupe d'entrepreneurs qui se partagent une villa. Je dirais entre 1500 et 2000, on peut commencer à venir vivre ici et puis être sympa, quand même profiter du paysage, etc. Après, si on veut vraiment bien vivre, aller au resto souvent, être dans des belles villas comme on a ici derrière, ouais, 3, 4, 5 000, on est pas mal du tout. Ok, super. Merci beaucoup, c'est cool. Avec grand plaisir. Mensuel, c'est difficile à dire du coup parce que je construis pendant une longue période où il n'y a pas de revenus. À la revente, c'est là que tout tombe. Et quand je construis pour des clients, du coup, c'est des paiements échelonnés. Mais disons là, en une année, du coup, depuis que je me suis lancé, j'ai fait à peu près 900 000 $. Waouh, magnifique. Et tu penses qu'il faut combien pour venir s'installer ici environ? Ce qu'il y a, c'est que pour lancer un business, même typiquement, j'ai des amis qui lancent des nail salons ou des studios de pilates, des trucs comme ça, des petits business. Pour lancer ça, tu es autour de 30-40 000 avec la location, les rénovations, les trucs, et tu peux avoir des revenus, tu peux ROI en 4 mois, avoir ton argent, faire 10 000 euros par mois en investissant que 40 000 dans des trucs comme ça. Donc je dirais qu'avoir 50 000 euros de côté, pour lancer quelque chose, c'est le minimum. Après, bien sûr, si tu travailles en ligne, que tu as un peu d'argent de côté et que tu peux vivre avec 2-3 000 euros confortablement, il te suffit de 10 000 euros et tu peux être bien, quoi. Trop bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est cool. Ouais, je pense que si ici on peut pas se faire plaisir avec 4-5 000 euros, c'est compliqué de faire mieux ailleurs. Alors, en termes de chiffre d'affaires, c'est 250 000 euros. Ça a été en fin d'année dernière. Wow. Ça a été le plus gros mois. La marge est quand même satisfaisante puisque c'est du service. Dans les mines, je suis environ à plus de 10 000 $, donc ça fait à peu près 7 000 euros. Et sur le coaching, mon meilleur mois, c'était 9 000 euros. Donc ça fait du 19 000 après. Franchement, la vie, elle est pas si chère que ça. Tu peux vivre avec beaucoup d'argent ou vivre avec peu d'argent. Okay. En réalité, ça dépend vraiment de toi. Mais moi, personnellement, sur ces dernières vacances, j'ai fait 2 semaines. J'ai dépensé 1 500 $ à peu près, australiens. Donc ça fait quelque chose comme 1 000 euros. Trop bien, trop bien. Merci, c'est cool. Pas de souci. Toi, d'un point de vue business, c'est quoi donc tu nous as dit que tu faisais pas mal de choses, business en ligne, immobilier, crypto. C'est quoi le plus gros chiffre d'affaires que tu as généré sur un an ou par mois? Alors je vais te donner des dates un peu ponctuelles. Quand on a lancé et réussi en crypto en début 2022, sur 4 jours, on a fait 800 000 euros de chiffre. Actuellement, moi je dépense, pour 2, on dépense à peu près 3 500 euros par mois sans le logement. Tout compris, parce qu'on se prive pas en fait. On mange au resto matin, midi et soir tous les jours, ou alors on commande. On a à peu près 2 000 euros par mois de nourriture. C'est la norme ici, on va dire, en se privant pas. Maintenant, si tu arrives et que tu as un mode de vie un peu plus simple, ton logement va te coûter au minimum 500-800 euros par mois pour un petit studio. Ce serait plutôt même 1000 en plus. Et après, avec 1500 euros par mois, tu assumes toutes tes dépenses. Donc en gros, pour 2000-2500 euros par mois, tu arrives à vivre à Bali en tant que célibataire, je pense. Moi, j'ai changé mon emploi du temps de posting récemment. En gros, ce qu'on fait tous les lundis maintenant, c'est un récap de la semaine. Et le récap de la semaine, c'est un format short qui nous permet de créer pas mal de liens avec l'audience parce que c'est un mini vlog en fait de ce que j'ai fait sur la semaine qui s'est écoulée. Donc c'est un peu dans le même état d'esprit que les carousels que préconise Paul, mais plus sur un format storytelling où voilà, je raconte ce qui s'est passé. Ensuite, on a un autre type de post qui va être purement du storytelling. Où là, moi, je vais prendre une histoire perso qui m'est arrivée dans ma vie plus jeune et je vais avoir un takeaway au bout. Ça peut être lié à mon business, ça peut être autre chose. Le troisième gros type de post que j'utilise, c'est les opinions. Parce que les opinions, ça fait toujours réagir les gens. Il y a toujours des gens qui sont d'accord ou pas d'accord. Et le quatrième type de post, c'est des posts vraiment purement business knowledge où là, je vais apporter de la valeur à mon client cible. Donc en fait, si on regarde un petit peu un funnel, tout en haut du funnel, on va avoir les trucs qui peuvent partir viraux du style storytelling opinion, pour ramener du monde, avoir beaucoup d'attention. Au milieu, on va avoir des trucs un peu plus perso du style les vlogs, les récaps de semaine que je fais, les stories. Et tout en bas, on va avoir vraiment les business knowledge où à la fin de ces posts-là, je vais faire un appel à l'action dans lequel j'offrirai une ressource gratuite. Ça nous permettra d'engager des conversations dans les messages privés pour les rediriger. Il y a un an encore, je faisais, en fait, je reprenais ce que Robert disait pour les ads. C'est-à-dire que je regardais les contenus les plus performants en organique et j'essayais de me caler sur ça. Donc moi, je suivais beaucoup de personnes aux US. Je regardais ce qui marchait, j'essayais de le mettre sur
le marché français. Et c'est super pour avoir de la viralité, c'est contenu motivationnel, mais c'est très difficile pour créer de l'engagement et une relation avec l'audience, comme le disait Paul. Donc là, je suis arrivé avec une alternative où j'essaie toujours de regarder ce qui fonctionne ailleurs pour pouvoir avoir du reach, mais en plus de ça, de vraiment rajouter des choses qui me sont propres et personnelles pour pouvoir, tu vois, réussir à combiner engagement et reach. Pour créer une audience de zéro, moi, ce que je te recommande de faire, c'est ce que j'ai fait pour passer de 0 à 100 000 abonnés sur Instagram, c'est regarder ce qui fonctionne et essayer de reproduire. Donc, imaginons que tu lances un business ou que tu cherches à construire une audience dans le fitness, c'était moi ce que je faisais. Je suivais les meilleurs influenceurs fitness qui avaient le plus de reach en organique aux US, sur TikTok et sur Insta. J'enregistrais leurs meilleurs posts et j'essayais de les remodéliser sur le marché français. Et juste en faisant ça, je suis passé de 0 à 100 000 abonnés. À l'époque, j'étais même pas encore dans le podcast sans permission, donc c'est une stratégie qui fonctionne. Donc ouais, c'est vraiment ce que je ferais, modéliser ce qui fonctionne. Comme un bébé qui apprend à marcher, au final, il suffit juste, tu vois, de tester des choses, se casser la gueule parfois, repartir, et au bout d'un moment, t'as des trucs qui marchent et tu commences à avancer. Well, look what the stork brung. Little baby devil with the four tongue. And it's sticking out, yeah, like a sore thumb. With a forehead. C'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui essaie de développer sa personal brand sur les réseaux? C'est quoi les good practices et les grosses erreurs que tu peux voir? La grosse erreur, c'est de se lancer directement. En fait, il faut vraiment penser, déjà ça dépend de votre objectif, si c'est vraiment business ou si c'est social. Mais pour quelqu'un de business, faut reverse le process, faut penser à, ok, quelle est mon audience type et quelles sont les choses qui valorisent et les choses qui détestent, les définir. Pareil, essayer de trouver des profils dans la même niche, essayer de comprendre, ok, ça m'intéresse, ça j'aime pas trop, essayer de prendre des feedbacks aussi sur ces personnes-là. Et vraiment définir, ok, mon audience, ça doit être ces personnes-là, qu'est-ce que ces personnes-là valorisent et comment est-ce que je peux le montrer ça au plus haut niveau pour les inspirer, pour vraiment fit ça. Et derrière, ça va m'aider à vendre ou à être plus respecté ou à avoir une meilleure rétention, etc. Alors, je suis pas spécialisé sur la viralité, mais oui, évidemment, balancer des shorts comme le fait Antoine, par exemple. Je pense que tu peux répondre encore mieux que moi. Moi, je suis vraiment sur les reels, mais plus lifestyle et les carousels bien nuancés, bien définis. C'est montrer des choses rares, l'accès à des choses rares, l'accès à des choses qui inspirent, c'est vraiment comment, tu vois, tout le monde a quand tu vas vendre quelque chose, par exemple avec la crypto, les gens veulent la crypto pour avoir quelque chose derrière. Si toi tu arrives à montrer ces choses derrière aussi, avec une audience française, faut un peu balancer, faut pas y aller à fond. Tu peux pas aller comme les Américains à montrer des choses du too much ou 8 private jets par story, mais tu montres un certain type de lifestyle, que tu es entouré de, par exemple, tu te montres avec quelques entrepreneurs un peu connus ou des filles jolies ou dans des beaux endroits. Plus, tu vas vendre le pourquoi ils veulent la crypto. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, par exemple Antoine, il y a plein de reels sur sa page, donc il parle, etc. Moi, ce que je préconise, donc je sais pas si tu me diras ton avis, c'est d'avoir de créer une page qui est vraiment belle visuellement avec des carousels, etc. Et soit d'en mettre un tous les deux, soit de bombarder de contenu avec du knowledge, des reels avec du knowledge, et derrière de les archiver, de la laisser sur la page de reels et d'en laisser peut-être ceux qui ont percé ou ceux qui peuvent avoir une bonne conversion. Mais ouais, j'aime pas trop qu'il y ait que des reels sur une page parce que tu perds un peu qui est la personne. So we're doing like e-com. Sorry, I kill your phone. So we're just helping basically e-com clients to scale their brand, so on. That was the first start, and we're making money for them. But I felt like the leverage and for me personally, the future growth of this was very limited. So I thought, okay, there's no potential here. I cannot make big money with this. And also we're making good money for our clients, but we're taking a small fee for agency fee. After a few years, we started basically doing after e-com ourselves. We started scaling brands to 6 figures and like nearly 7 figures. Again, the opportunity with e-com is very little. You have only 20% profit margins. You can't really sell the business. There's very high issues with stock inventory. The model itself was not enough to, let's say, reach the goal I had financially. So I was thinking again, what model could possibly be a model which will allow me to sell my company for a big multiple, which will give me a chance to actually go and, let's say, have huge profits and invest into real estate and do other things I want to do in my life. And so we started combining media with e-com after, and then after info products as well. So we started doing info products and building funnels with Facebook. Yeah, the story was that we started initially with an opt-in page, like funnel on Facebook. We started gathering emails, building like an audience on email, like for email. We started adding value in a magazine format to base that email list in that niche. And we started getting sponsors, creating affiliate products, affiliate partnerships, and we started scaling multiple brands across all different niches. And that's basically how we started my business. And now we're doing close to 8 figures a month, and also have real estate as well now. So we do real estate investments. We take our profits from the main business,
into real estate. So basically we use Facebook ads as the main way, like Meta ads. So basically we are creating funnels which are breaking even or making profit on the front end. So basically we're building, in essence, we're making cash flow on the front end with the funnel, which then actually gives us also an audience on the back end. And the back end is forever profitable. There's no cost, because when you already acquire the customer, it's yours forever, if you know how to, of course, nurture them and so on. So in essence, we are pushing ads with funnels on Facebook and Instagram and so on, of course, and so on. And we are making profit on the front end. And on the back end, once they go to our list, we are then creating emails every single day with content which they actually want to read about and enjoy, and becomes a community. And we also then add sponsorships, our products after, and all those different things, so we monetize forever that audience. So it's like one-time investment, which makes you money on the front end, and on the back end you just make profit forever. And the acquisition is only for Facebook, but you could do the same thing for YouTube, LinkedIn, whatever, wherever you want. You know, it's the same process. Right now we're doing like nearly 2.4 million a month. It's not like we have one offer for everything. You know, it's multiple. Yes, we have basically. So we have the CEO, who basically is operations person. Then inside we have for every single brand we have after a marketing, let's say, director, and this person then basically manages all the marketing for that each brand. We have a then marketing department for each brand, and that's basically how we do it. So each brand has its own. Okay, so we use ClickFunnels on the front end for all our funnels and so on. Then basically we have initially we had we use like active campaign, all those different people, companies. But many years ago we moved to our own servers for our email lists. We track everything also through like we don't really do much tracking, because it's actually mostly sponsorships. So they do the tracking on their end, you know, for the ads. So the only thing we really do is just the Facebook ads, obviously, and dashboards and so on. But simply it's a very simple model. We have literally like Facebook ads to funnel, from funnel to email. It's not like we have a complicated model, and for every day we monetize, you know, as it goes. And the model is that if you are able to, let's say, if you have, let's say, 1 million people on your list or 100,000 people on your list, the cost to run that business is the same. So your profits keep scaling. Like, I hope you understand that mathematics. And that's the magic here, because this model gives you a chance to actually afford to go do stuff. You don't have to pay more money. If you want to have just a profit cash business, you do that. If you want to scale more, you invest into ads, for example. So it's up to you. Yeah, I mean, it's the same, not the same industry, no different. We have everything from doctors to HR professionals to astrology to yoga. This is all very broad. So now the next step for us, for my business, is to have subscription. So basically going to do very low tickets. So it's going to be mass market, mass product for all our audience. So every brand is different. Some brands, the people are turning faster, like maybe 6 months, 1 year. Some people stay like for 3+ years now. So it depends on the, you know, on the brand and so on. So let's say our astrology brand, for example, we move people to yoga, or yoga brand we move to astrology, or a women's brand we move into astrology and yoga, you know. So we're taking our audience from one brand and basically promoting that within that newsletter, and they move. Mindvalley is more single subscription product, very high ticket subscription. For us it's a little bit different. We don't do VSLs, we do literally like single image ads, for example. I can't say it's similar 100%, maybe there is similarities. We have spiritual brands, yes, like spirituality focused brands, but it's not our main. We have only 4 spirituality based brands, the rest are all business focused, financial. For example, financial industry will pay way more than, let's say, a spiritual brand. Just because there's way more sponsors, there's way more money, way more everything. Oui, dans tous les cas, ce sera un élément différenciateur d'avoir un bon personal branding en comparaison à des personnes qui font la même chose que toi, parce que les gens s'attacheront à ta personne. Moi, ce que je te recommanderais de faire, c'est d'essayer d'identifier une liste de 10 personnes qui ont dans leur audience les personnes que tu souhaites avoir. Et la première chose à faire, c'est de te demander, est-ce que je suis sur la meilleure plateforme pour pouvoir trouver ce profil de personne? Sur Instagram, tu vas avoir plus de difficultés à trouver des profils investisseurs parce que les gens le mettent rarement dans leur bio, sauf s'ils font du MLM, tu vois, mais c'est pas le genre de personne que tu veux avoir avec toi. Par contre, sur LinkedIn, tu vas potentiellement pouvoir avoir accès à une autre catégorie de personnes. Tu as des fonctionnalités de recherche qui sont très différentes aussi sur LinkedIn, donc tu peux directement ajouter des CEO, tu vois, des gens qui ont des moyens pour pouvoir investir. Et si derrière tu construis ton personal branding sur cette plateforme en documentant, comme on te l'a recommandé, tu vois, de faire du business public, c'est ce que moi aussi je fais sur ma chaîne YouTube, en documentant toutes les opérations immobilières que tu fais avec les chiffres, les rendements, etc. et que c'est vraiment des bonnes opérations, ben ces gens-là naturellement ils seront curieux, ils seront intéressés par ce que tu proposes. Donc moi, si j'étais toi, étant donné que la cible c'est plus des personnes qui ont une bonne situation et qui souhaitent investir, je me mettrais plus sur LinkedIn. Je pense que ce serait intéressant d'exploiter LinkedIn parce qu'il y a vraiment un profil de personnes qui sont différentes. Ben, merci à tous d'être venus. Franchement c'est cool, ça nous a fait plaisir.
Ça nous a fait plaisir de pouvoir vous accueillir et de pouvoir faire votre connaissance aussi. Parce que c'est vrai qu'en habitant à Dubaï, je viens pas souvent à Bali, donc c'est cool de pouvoir voir les gens qui sont ici aussi. Donc merci à tous pour votre présence et puis j'espère qu'on se recroisera rapidement. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'être restés jusqu'au bout. On a passé une super après-midi avec les entrepreneurs de Bali. Si aujourd'hui vous voulez vous aussi vous expatrier à Bali et démarrer un business en ligne, vous pouvez cliquer sur le premier lien qu'il y a dans la description. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y avait 3 de mes clients qui étaient présents et qui ont réussi en partant de zéro à s'expatrier à Bali. Donc si vous voulez découvrir la méthode, cliquez sur le premier lien dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.